Lundi 4 juillet 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, l'examen du BEPC a débuté aujourd'hui et cela pour une durée de 4 jours. Tous les copies des candidats vont directement être corrigées afin d'accélérer la publication des résultats. Par ailleurs, la sécurité a été renforcée cette année pour garantir le bon déroulement des épreuves, selon le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Reportage de Fandjessena Mireille et Yves Janel. C'est ici au lycée Nansan que les sujets d'examen du BEPC ont été ouverts officiellement aujourd'hui. La matière malagasy a été la première épreuve pour les candidats ce matin. La dissertation a été axée sur le chômage des jeunes. La matière malagasy a été facile pour Karen, une candidate qui déclare avoir tout révisé. Elle a également souligné que les sujets traités en classe étaient plus difficiles que celui de l'examen officiel d'aujourd'hui. Tsu, pour sa part, a affirmé que le sujet est un peu lent. Les candidats ont subi l'épreuve de SVT l'après-midi. Les feuilles de copie seront immédiatement corrigées afin de pouvoir sortir au plus vite les résultats comme lors du CEPE, selon le SG du ministère de l'Éducation nationale. La sécurité a été aussi renforcée durant cette épreuve des examens et le ministère collabore avec le CIS ou Central Intelligence Security, constitué de policiers et de gendarmes. Les call centers travaillent jour et nuit pour collecter les doléances durant ces 4 jours d'examen. Rappelons que 315 514 candidats ont été inscrits pour cet examen du BEPC cette année scolaire, dont 32 personnes en situation de handicap et 6 candidats étrangers. Et toujours dans le cadre du déroulement de l'examen du BEPC, la circonscription scolaire du district d'Avaradjan a démenti aujourd'hui les rumeurs selon lesquelles les sujets d'examen pour le BEPC auraient fuité à Zaboutsnamen. Les sujets encore scellés n'ont été transportés vers les centres d'examen que ce matin, selon toujours le rapport du chef Cisco d'Avaradjan. Fiti Merkoufend, Yves Janel nous en disent plus. Aucune fuite de sujets n'a eu lieu à Zaboutsnamen dans la circonscription scolaire d'Avaradjan, selon le chef de la Cisco. La rumeur a débuté sur les réseaux sociaux dans une publication qui prétendait une fuite des sujets d'examen malagasy et physique-chimie. Selon cette publication, de nombreux candidats auraient photocopié des sujets d'examen sans pour autant préciser s'il s'agissait de sujets types ou autres, ce qui est également un cas probable selon les responsables. Ces derniers sont immédiatement descendus sur les lieux pour vérifier la véracité des faits, mais n'ont rien constaté au niveau des centres multiservices où les photocopies auraient été effectuées. De plus, les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent bien qu'il ne s'agit pas de sujets d'examen actuels, car en effet, cela fait des années que la mention Direction générale de l'éducation fondamentale et de l'alphabétisation, ou DGEFA, n'est plus apposée sur les sujets, alors que c'est encore le cas sur ces prétendus sujets. Dans le cadre des examens officiels comme le BEPC, la Cisco récupère les sujets au niveau de la CNAPMAD avec les éléments des forces de l'ordre pour assurer leur sécurité et pour éviter les risques de fuite. Ces sujets sont ensuite déposés au niveau de la gendarmerie. Ce n'est que pour le jour J que les chefs des centres les récupèrent pour les apporter au niveau de leur centre, toujours en compagnie de la gendarmerie. Les sujets étaient encore scellés ce matin à leur arrivée au centre, selon le rapport de la Cisco d'Avaradjan. Les rumeurs sur la fuite sont donc totalement fausses, poursuit cette dernière. Le premier jour d'examen s'est bien déroulé en général pour cette circonscription. Dans l'actualité de ce jour également, la conscription pour Antananarivo a débuté aujourd'hui au stade de Betungulu. Cela va durer 1 mois. Peu nombreux sont ceux qui sont venus aujourd'hui durant ce premier jour. Reportage de Secha Rangenas. Très tôt dans la matinée aujourd'hui, des jeunes se sont déjà mis à la file pour effectuer la conscription. Vers 6 heures du matin, les responsables au sein de la direction du service national, au sein du ministère de la Défense nationale, ont commencé à accueillir ces jeunes. La conscription pour Antananarivo durera 1 mois. Cela a débuté aujourd'hui et prendra fin le 28 juillet prochain au stade de Betungulu. Les jeunes femmes et hommes entre 19 à 31 ans devront ainsi passer cette étape obligatoire. En effet, pour la plupart, c'est la crainte de ne pas pouvoir obtenir des documents administratifs ou la crainte de ne pas pouvoir participer d'éventuels concours administratifs qui les poussent à l'effectuer. D'autres affirment qu'il s'agit de se conformer à la loi. Après Antananarivo, la conscription aura lieu dans les autres régions. Le calendrier est consultable auprès des bureaux du district ou sur le site web du ministère de la Défense nationale.
Parlons toujours des forces de l'ordre. Les convocations pour les candidats qui postulent pour être élèves gendarmes peuvent être récupérées auprès des brigades de la gendarmerie nationale. Rappelant que le concours d'entrée se tiendra les 9 et 10 juillet prochains au niveau des circonscriptions de la gendarmerie nationale dans toute la Grande Île. Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale a souligné que le concours se fera en toute transparence. Secharanjena Simia Vulatsferen nous en disent plus. Le nombre des candidats en lice pour être élève gendarme est de 10 448 pour cette année 2022. 40 des dossiers ont été refusés car ils ne remplissent pas les critères du concours. Seuls 1500 élèves gendarmes seront admis cette année, dont 950 hommes, 170 femmes, 150 pour ceux qui ont déjà effectué leur service militaire, 150 pour les orphelins de gendarmes décédés durant leur service et 80 pour ceux ayant des compétences dans le domaine informatique, le mécanique ou encore ceux ayant des compétences dans le bâtiment. La gendarmerie nationale assure la transparence du concours et appelle tout un chacun qui aurait des preuves concernant des affaires de corruption dans ce concours à ne pas hésiter à les dénoncer auprès des brigades de la gendarmerie nationale. Rappelant que le concours d'entrée pour être élève gendarme se tiendra les 9 et 10 juillet dans les circonscriptions de la gendarmerie de toute l'île. Dans la page économique de ce jour, la ville de Tolagnar sera le carrefour du développement pour le sud de Madagascar après la réhabilitation des routes RN13 et RNT12A selon les opérateurs locaux. De plus, les appuis des partenaires comme la BAD ou encore la Banque mondiale ne se limitent pas à la réhabilitation des routes mais aussi à l'appui des programmes économiques déjà en place afin de soutenir l'entrepreneuriat à Tolagnar. Le point avec Judikel Rangenirine et Indora Zanjaibi. Durant sa rencontre avec la population à Bezav-Natolagnar, dans le cadre du lancement des travaux de la RN12A, le président de la République, Anjrazwil, a affirmé que la ville de Tolagnar sera le carrefour de développement du sud du pays, mais aussi de toute la Grande Île. Les travaux qui seront effectués augmenteront le PIB de la région Anos et réduira le taux de la pauvreté dans le milieu rural et ses environs du fait de la réhabilitation des routes communales et des villes à proximité de la RN12A. L'originalité du projet réside surtout en sa capacité à favoriser l'inclusion économique des populations les plus vulnérables et à faciliter le développement du commerce. Le projet prévoit l'aménagement des pistes reliant les zones reculées à la route principale. Il prévoit également l'appui aux PME dans la pêche, l'agriculture, le commerce et l'industrie. Les programmes et les projets entre la BAD et la Banque mondiale avec les opérateurs dans les régions Anos sont déjà en cours à travers la Chambre du commerce et de l'industrie de Madagascar. Ainsi, la promotion du secteur du commerce et du tourisme sont attendues à travers la réhabilitation des routes. 3 régions vont être reliées après la réhabilitation des routes RN13 et RN12A, à savoir à Timotsnanan, Anos et Anjoy. Des produits d'exportation comme le café, le girofle, la vanille et bien d'autres seront enfin acheminés à Tolagnar et pourront passer vers le port des Walles. Ces travaux en cours sont les preuves que le colloque national tenu par le président de la République, Anjrazwil, commence à porter ses fruits pour Tolagnar et contribue au redressement de la partie sud de la Grande Île. Parlons toujours de réhabilitation des routes nationales. La moitié des travaux de réhabilitation justement de la route nationale numéro 44 sont achevés actuellement. La construction des 4 ponts sur cet axe ont également débuté. L'équipe du ministère des Travaux publics est descendue sur les lieux en fin de semaine pour voir l'avancement des travaux. Reportage sur les images de Kevin Ravounersan. Les travaux de réhabilitation de la route nationale 44 reliant Batonjazak et Muramang sont constitués de 2 lots. Si le premier lot reliant Marvoy à Mbossar a été déjà réceptionné provisoirement par le ministre des Travaux publics, les travaux du deuxième lot entre Mbossar et Voudial, long de 73 km, sont achevés à 50% et on en est aux grosses œuvres actuellement. Selon le chef de projet, les terrassements et l'extension des routes sont déjà achevés. La société en charge des travaux procède à présent à la mise en place de la couche de fondation. Après cela, il y aura la couche de base et la couche de roulement. La mise en place de cette couche de fondation sera achevée avant la période des pluies, selon toujours les explications. Tous les matériels pour la mise en place de ces couches sont déjà sur place, de même que ceux pour l'enrobage de la chaussée, souligne le chef de projet. La construction des 4 ponts de cet axe ont déjà débuté. Selon les prévisions, ces ponts seront achevés vers le début de l'année 2024.
Restons toujours au niveau de la RN 44. Le nombre des accidents sur cette route a augmenté, surtout depuis la fin des travaux du premier lot. Afin de réduire et surtout d'éviter les accidents, un atelier de sensibilisation et de mise en place de stratégies pour la prévention des accidents a été tenu en fin de semaine par le ministère des Travaux publics avec les responsables dans le secteur du transport à Mbatouazak. Il s'agit aussi d'un atelier visant à collecter les doléances et les propositions. Toujours un reportage sur les images de Kevin Ravounerson. Selon les chiffres émanant des responsables, 59% des accidents survenus sur la route nationale numéro 44 sont causés par les camions, si les 17% sont dus au transport en commun ou taxi-brousse. Face à ce taux élevé, un atelier a été tenu en fin de semaine afin de mettre en place des stratégies pour prévenir les accidents sur la route nationale 44. Selon la coordinatrice du projet PACT, ou projet d'appui à la connectivité des transports au sein du ministère des Travaux publics, il est de leur ressort de prévenir les accidents sur les routes nationales de 3 régions, à savoir Alo-Chamangour, Anos et Antimotsnanen. Ainsi, outre les camions qui sont pour la plupart les causes des accidents, les usagers de la route abusent et font des excès de vitesse alors que c'est limité à 80 km/h sur les routes nationales. Ces excès sont constatés sur les routes qui viennent d'être réhabilitées, une raison pour laquelle les usagers ont été conviés à cet atelier pour les sensibiliser du danger en cas de non-respect du code de la route. Les acteurs dans le secteur du transport ont aussi de leur côté apporté leurs suggestions pour prévenir les accidents de la route. Il est important, selon certains, de bien mettre en évidence les marquages au sol, entre autres. Toutes les idées et les suggestions durant cet atelier seront collectées pour constituer une stratégie de prévention des accidents de la route. Néanmoins, selon le SG du ministère des Travaux publics, les responsables effectueront sans cesse des sensibilisations auprès des usagers de la route, surtout des conducteurs, car ce sont souvent leurs comportements qui nuisent à leur activité. Par ailleurs, le SG a souligné que parmi les suggestions qui peuvent être inscrites dans la stratégie figure la mise en place des boîtes à idées au niveau des stationnements ou les récompenses aux meilleurs conducteurs. Rappelons que c'est le 3e atelier tenu par le ministère à Mbatouazak sur la prévention des accidents de la route. Dans un tout autre sujet, à présent, depuis samedi dernier, vous avez pu suivre la quotidienne de l'émission La Voix d'Or sur la chaîne Viva. Cela a commencé par un tirabé le week-end dernier. Les détails avec Miarvoulat-Sferan et Barnienne Denilson. L'émission La Voix d'Or entre dans sa 6e édition sur la chaîne Viva cette année 2022. Plus de 1000 enfants de 8 à 14 ans ont répondu présents au casting qui se sont tenus dans la capitale, à Antirabé, à Fenaransu, à Touliar, à Touamasan, à Mahadzang et à Antsranan. Depuis samedi, vous pouvez suivre la quotidienne de La Voix d'Or sur Viva, notamment le déroulement des castings dans les régions et les résultats. Le casting dans une région sera diffusé durant 2 jours avec les résultats. Notre rendez-vous avec la quotidienne de La Voix d'Or sera alors à 20h15 après le journal en version malagasy. Rappelons que la 6e édition de La Voix d'Or pour cette année sera célébrée avec les 50 ans de scène du groupe Mahaléo. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, dodo dans ce désert. Dans les informations internationales, dimanche 3 juillet, une partie du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes s'est détachée, causant une avalanche de glace et de pierres. Pour l'heure, 6 personnes auraient perdu la vie et 8 autres seraient blessées. France 24 nous en dit plus. Cette image de l'avalanche passant à quelques mètres de 2 alpinistes a fait le tour du monde. Ces 2 miraculés s'en sortiront indemnes. Au lendemain de l'effondrement du glacier de la Marmolada, les corps des victimes sont transportés dans ce stade municipal. Des blessés, dont certains hospitalisés dans un état critique, sont également à déplorer. Plusieurs hélicoptères ont été déployés dans la zone pour localiser et porter secours à d'éventuels survivants. Certains proches des victimes sont arrivés, d'autres sont en route. Nous avons mis à leur disposition un groupe de soutien psychologique. Nous essayons de leur apporter un peu de réconfort. Il y a une difficulté objective parce que c'est aussi une urgence pour nous. Nous essayons de gérer ce moment avec beaucoup de dignité, mais aussi avec beaucoup de proximité dans les limites de ce que nous pouvons faire. Dans un tweet, Mario Draghi, chef du gouvernement italien, a réagi.
Le président Draghi exprime ses plus sincères condoléances aux victimes du terrible effondrement de la Marmolada. Le gouvernement est solidaire de leurs familles et de tous les blessés. Au nord de l'Italie, le glacier de la Marmolada, plus haute montagne des Dolomites, culmine à 3343 mètres. L'énorme bloc s'est détaché au lendemain de températures records, 10 degrés au sommet du glacier. Les experts avaient alerté, signalant d'importantes crevasses et une fonte des glaces anormale pour la saison. Selon un rapport du GIEC, la fonte des glaces est l'une des 10 menaces majeures causées par le réchauffement climatique. Après des pluies torrentielles, des rivières en crue ont submergé des pans entiers de terrain et des torrents d'eau se sont échappés du principal barrage de Sydney, la plus grande métropole d'Australie. Quelques 32 000 personnes ont été appelées à évacuer. France 24. À 75 km de Sydney, les habitants doivent désormais se déplacer en bateau. La route s'est effondrée et elle n'a pas été réparée depuis les dernières inondations. Alors maintenant, ils ferment notre accès routier et le ferry est pour nous l'unique moyen de rentrer chez nous. Dans la métropole aussi, des routes ont presque entièrement disparu. Sydney, en proie à des pluies torrentielles, subit des inondations pour la 3e journée consécutive. Plus de 30 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer. On en a vraiment assez. 4 fois en 3 mois, c'est beaucoup trop pour nous tous. Ils disent que ça arrive tous les 100 ans ou tous les millénaires. Ça va s'arrêter quand? Dame Nature n'épargne vraiment personne. Nous n'avons vraiment pas eu de chance. L'Australie est frappée de plein fouet par les conséquences du réchauffement climatique. Sydney se prépare à affronter sa pire inondation en 18 mois. Les eaux pourraient atteindre des niveaux records. Nous avons encore au moins 24 heures avant que les pluies ne diminuent. Mais le sol est saturé. Les rivières sont à débit rapide et les barrages débordent. Donc c'est particulièrement dangereux, surtout dans la région de Hawkesbury-Nepean. Au large de Wollongong, un cargo qui a quitté le port australien dans la matinée a dérivé au sud de Sydney, avec 21 membres d'équipage à bord. L'opération de secours en mer a été ralentie en raison du mauvais temps. Et pour terminer les informations de ce jour, le dirigeant de la CEDEAO a levé hier les sanctions économiques et financières imposées au Mali. Ils ont aussi trouvé un accord avec le Burkina Faso pour un calendrier de 24 mois avant un retour des civils au pouvoir à compter du 1er juillet 2022. Le point toujours avec France 24. Alors, en ce qui concerne la junte malienne, puisque elle était déjà sous le coup de sanctions, bien, il faut dire que depuis que ces sanctions ont été imposées, c'est-à-dire en janvier dernier, il y a eu un certain nombre de gages donnés par la junte au pouvoir, celle d'Assimi Goïta, et notamment dans le domaine de la lutte contre l'insécurité. L'insécurité, c'est-à-dire tout ce qui frappe les civils en termes de terrorisme. Et là, il y a eu des progrès, c'est l'ONU qui le dit, donc on peut lui en accorder quitus. Mais on relève aussi, si vous voulez, que cette lutte est compliquée dans la mesure où il y a quantité d'endroits, de régions, où le pouvoir actuel, est confronté à la rivalité d'un certain nombre de groupes armés, et que là, il y a toujours insécurité de fait, de par les combats. Il y a un autre domaine dans lequel la junte a donné des gages, c'est évidemment le calendrier électoral. C'est-à-dire un calendrier qui doit, d'une manière ou d'une autre, adouber un pouvoir légitime, sorti des urnes. Et de ce point de vue-là, ce qui a joué probablement dans l'inflexion de la junte malienne, c'est l'idée pour Assimi Goïta lui-même d'éventuellement pouvoir se présenter lui-même et donc devenir légitime là où il ne l'est pas actuellement. Et puis, il y a autre chose aussi. Il y a une lutte contre la corruption qui est menée. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que, immanquablement, je dirais peut-être intentionnellement, mais immanquablement, cette lutte s'accompagne aussi de règlements de compte entre diverses factions du pouvoir et donc de la chasse aux sorcières. Mais la CEDEAO a considéré, en ce qui concerne le Mali, que c'était globalement positif, comme dirait l'autre. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Très bonne continuation sur Viva. Au revoir.